Merci de votre accueil. Je vais dire quelques mots, pas forcément totalement coordonnés, quelques impressions sur le sujet, sur le luxe, sur le premium. Donc je reviendrai d'abord aussi également sur ce qui vient d'être dit, sur cette idée fondamentale dans laquelle nous vivons depuis quelque temps dans ce pays, comme quoi il y a un problème de compétitivité. Bon, enfin, je ne vais pas insister là-dessus. J'étais la semaine dernière à un colloque sur Jacques Rueff. Et je me souviens d'une citation de Jacques Rueff qui disait « Le jour où l'opinion publique comprendra qu'il n'y a pas de différence entre le commerce national et le commerce international, les économistes auront permis à la population de faire un grand progrès. » Et je vois dans le débat actuel que ce progrès n'a pas été fait, puisque nous continuons à être obsédés par nos exportations. Et je vais expliquer pourquoi c'est pas ça qui est l'enjeu, notamment l'enjeu du luxe. Alors, il y a une remarque simple, c'est-à-dire que si la solution de tous les problèmes économiques de l'humanité sont dans les exportations, on est mal barré parce que je vois pas où le monde va exporter. C'est-à-dire que l'Allemagne puisse exporter, c'est clair, mais le monde, lui. Et donc, reprenant en ce sens ce que disait Timothy Geithner, le précédent secrétaire au Trésor à M. Sarkozy, qui faisait son numéro sur la compétitivité, il lui avait dit « Écoutez, cher ami, le marché extérieur du monde, c'est la Lune. Et la Lune, nous y sommes allés, nous seuls Américains avons eu la curiosité d'aller voir. Et nous pouvons vous dire « disappointing ». Et donc, puisque l'exportation, c'est fondamentalement disappointing, alors je ne reviendrai pas sur le fait pourquoi les Allemands sont excédentaires. Les Allemands sont excédentaires parce qu'on apprend en économie, j'apprends ça à mes étudiants, que tout pays est excédentaire lorsqu'il a un excédent d'épargne. Et donc, un pays qui est excédentaire, en général, est un pays qui épargne parce qu'il vieillit. Et donc, je ne vais pas m'inscrire dans un modèle de pays qui vieillit, mais dans un modèle de pays qui innove. Et qui innove au travers du luxe, parce que je pense qu'effectivement, le luxe, c'est très important. Parce que c'est effectivement la satisfaction de cette composante essentielle qui est dans l'humanité, le rapport à l'immatériel. Alors je le fais d'autant plus volontiers que donc j'enseigne à l'ESCP et que l'ESCP a été créé par Jean-Baptiste Say et que si vous regardez le catéchisme d'économie politique de Jean-Baptiste Say, c'est le premier économiste à avoir dans son catéchisme, enfin dans son traité d'économie politique plus exactement, consacré un chapitre à l'immatériel. Et il prend le fait qu'il y a une forme de satisfaction qui est une satisfaction exceptionnelle que l'on obtient au travers d'un certain nombre d'activités qui sont immatérielles. Il prend l'exemple d'un concert et il dit on va obtenir une satisfaction dans l'audition d'un concert par un grand chef d'orchestre qui n'est pas totalement mesurable, qui ne peut pas être comparé et qu'aucun individu peut comparer. C'est-à-dire on peut comparer deux automobiles, on peut comparer, mais une prestation d'un chef d'orchestre, c'est quelque chose qui est incomparable parce que ce n'est même pas simultané dans le temps. C'est quelque chose qui est totalement fugitif. Et donc, il y a cette composante de l'immatériel qui est fondamentale, c'est-à-dire la capacité, effectivement, à se projeter au-delà d'une mesure objective, qui peut être d'ailleurs monétarisée, de l'utilité que peut vous apporter un objet, pour se projeter vers des choses qui sont immatérielles, donc qui sont difficiles à mesurer. Alors, une des grandes caractéristiques de ce genre de produit, et c'est ça qui est fondamental, c'est que ces produits sont en général les produits à tierce personne. C'est-à-dire, comme vous avez du mal à mesurer, vous allez aller chercher chez une tierce personne la capacité à dire si ce que vous consommez est bien ou pas bien. Concrètement, il y a un critique qui va vous dire, vous avez écouté un concert, vous avez bu un vin de Bordeaux, eh bien, ce vin de Bordeaux, c'est de la piquette. Et si le critique vous le dit, ben, vous allez adhérer à ça. Alors, pour les économistes modernes, c'est ce qu'on appelle le syndrome du Dr Knock. C'est-à-dire que vous connaissez tous l'histoire du Dr Knock, et le Dr Knock rend un service absolument immense à la population. Il la rend malade. C'est-à-dire que la position de départ de la plupart des gens, c'est que l'homme veut être en bonne santé. Et le postulat de départ du Dr Knock, c'est que c'est faux. C'est que les gens veulent être malades. Et donc, il répond à un besoin. Et ce besoin, c'est effectivement qu'ils ont envie d'être malades. Et tout le monde est content. À la fin de la pièce, tout le monde est heureux. Le pharmacien qui fait fortune, il entretient 3 maîtresses, dont 2 à Lyon. Vous vous souvenez, dans la pièce, c'est le summum de la richesse du pharmacien. Il a 2 maîtresses à Lyon. C'est absolument extraordinaire comme réalisation de destin de vie. Et donc, le pharmacien est ravi, le docteur Knock est ravi, il a fait fortune, et la population est ravie. Qu'a apporté le docteur Knock à cette population? Rien d'objectif. Rien qui soit effectivement conforme à ce qu'une analyse extérieure permettrait de mesurer. Et donc, la seule personne qui pourrait détruire l'œuvre du Dr Knock, ce serait un critique. C'est-à-dire, en l'occurrence, un autre médecin, c'est-à-dire, en l'occurrence, le premier médecin, qui viendrait dire, écoutez, mais cet homme est un imposteur.
Et donc, un des enjeux autour de la production d'un produit qui est immatériel, dans lequel vous avez aucune capacité de mesure autre que des sentiments, et des sentiments qui, encore une fois, ne sont pas monétisables, c'est d'avoir effectivement des mécanismes de critique. Et donc, un des grands enjeux de ces secteurs, c'est, je pense, la constitution d'un rapport à la production de commentaires idéologiques sur la valeur de ce qu'ils font. Et donc un des enjeux colossaux dans lequel vivent les pays qui vont s'orienter vers le luxe, les producteurs qui vont s'orienter vers le luxe, c'est la capacité à générer un avis de critique qui soit un avis de critique positif. Vous avez un enjeu d'information considérable autour de la production d'un produit de luxe. La troisième remarque que je ferai à partir de là, c'est effectivement, est-ce qu'on peut construire durablement une économie sur le luxe, sur un effet de réputation, sur un effet effectivement, d'immatériel? Alors, là aussi, je prendrai deux exemples et puis je conclurai là-dessus. Vous avez un exemple historique qui est un exemple très très célèbre, qui est le commerce de la soie. C'est-à-dire que pendant des siècles, on s'est posé la question de à quoi servait la soie, et les gens qui produisaient de la soie, qui étaient les Chinois, à tel point qu'en latin, je vous rappelle que la Chine, ça se dit Serica, c'est-à-dire le pays de la soie. Pour le Romain moyen, la Chine, c'est ce qu'il y a au bout de la route de la soie. Après, qu'est-ce qu'il y a au juste? On ne sait pas très bien, il y a de la soie. Et donc, dans ce mécanisme-là, la force des Chinois, ça va être d'entretenir le mystère autour de la production de soie. Et donc, d'avoir un monopole par l'entretien d'un mystère. Et ce monopole va s'effondrer. Pourquoi? Parce que les Romains vont aller voir. Plus exactement, alors je ne vais pas insister là-dessus, c'est une histoire qui est assez connue. C'est pas les Romains, c'est des gens qui se définissent comme étant des Romains, mais que nous on appelle les Byzantins, c'est Justinien, qui organise une première rencontre avec les Chinois pour voir qui ils sont. Et à partir de ce moment-là, le mystère tombe. Le mystère tombe d'autant plus que, si vous vous souvenez de la rencontre a lieu à Ceylan. Il y a les Chinois d'un côté et les Byzantins de l'autre. Les Byzantins, c'est des Grecs. Et donc ils disent, c'est des Grecs romanisés, c'est des Romains grécisés, et donc ils disent aux Chinois, écoutez, vous détenez un savoir-faire exceptionnel, vous savez faire quelque chose, et simplement ça vit de nos trésors, ça vit de notre quantité d'or et de monnaie. Et donc on va vous vendre quelque chose. Et les Chinois disent, qu'est-ce que vous voulez nous vendre? Et les Byzantins disent, c'est des Grecs, donc c'est de l'huile d'olive. Vous avez remarqué qu'il dit grec maintenant. Quand on nous parle de la Grèce, on dit on va dévaluer pour que les Grecs puissent vendre davantage. Et quand vous nous demandez qu'est-ce que vendent les Grecs, on vous répond dans la presse de l'huile d'olive. Donc le grec, c'est l'huile d'olive. Donc déjà au VIe siècle, le byzantin, c'est de l'huile d'olive. Et que lui dit le Chinois? Très bien, il n'y a pas de problème, on va acheter les oliviers. Donc déjà à l'époque, le Chinois piquait les technologies. Mais fondamentalement, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le Chinois est démythifié à l'égard du Romain. Le Chinois, qui était le producteur de soie, qui était un être totalement magique, devient un être banal. Et donc le Romain se dit, c'est moi qui vais la faire, la soie. Et qui c'est qui vole les technologies de l'autre? Ce sont les Byzantins. Les Byzantins vont voler les vers à soie des Chinois pour fabriquer effectivement eux-mêmes de la soie. Et donc on ne peut se développer dans le luxe qu'en ayant en permanence un coup d'avance par rapport aux autres, un coup d'avance qui est un coup d'avance objectif, c'est-à-dire un coup d'avance technologique, et un coup d'avance psychologique, c'est-à-dire persuadé qu'on maîtrise quelque chose que les autres ne maîtrisent pas. C'est-à-dire qu'on est dans le luxe parce qu'on sait faire quelque chose que les autres ne savent pas faire. Le deuxième élément clé, c'est que le luxe, ça a un rendement qui est un rendement, c'est-à-dire une capacité à générer des profits, qui est considérable. Si vous regardez les statistiques, l'année du mariage de Kate Middleton et du prince héritier d'Angleterre, le ministère des Finances a fait apparaître dans les statistiques douanières la robe de Kate Middleton. Elle a été vendue tellement cher qu'ils ont jugé utile, pour pas déformer les statistiques futures, de faire apparaître cette robe. Cette robe, elle a été faite en dentelle d'Alençon. Et donc la vente de cette robe a perturbé les statistiques de l'économie française. Donc c'est un produit qui était un produit unique en son genre, qui correspondait à une situation, à une capacité de projeter à la surface de la planète, mais pas à la surface de la planète, c'est-à-dire de projeter dans le marché, sur le marché, un produit d'une qualité exceptionnelle que nul autre était capable de réaliser. Et donc maintenir du luxe, c'est de maintenir cette capacité à échanger en permanence un savoir-faire de très très haut niveau
extrêmement rémunérateur sur l'ensemble des gens qui sont susceptibles d'acheter. Alors, conclusion de tout ça. Est-ce qu'on peut effectivement construire une économie que sur le luxe ? Est-ce qu'on peut n'avoir que des gens à Alençon qui fabriquent de la dentelle et abandonner fondamentalement la sidérurgie et les cheminées qui fument et tout ça? Ben, la réponse est oui et non. Oui, parce que finalement, avec la dentelle d'Alençon, je vous ai dit, il y a aussi le Dr Knock. La capacité à faire rêver et à comprendre ce qu'attendent les gens. Le véritable enjeu, c'est d'être capable, au travers de produits qui sont des produits maintenant que une partie importante de l'humanité arrive à sortir de la misère, à lui faire comprendre que, comme le disait Voltaire, le superfétatoire est chose nécessaire, et que ce superfétatoire, ça se construit, ça se réfléchit, ça se markete. Et donc, être capable de faire en sorte que, effectivement, on comprenne en permanence que les gens n'ont pas envie d'être en bonne santé. Merci de votre écoute.